Alors ce soir, on va parler d'un sujet que j'ai jamais abordé. Un sujet que j'ai jamais vu aussi depuis 20 ans que je fais de l'intelligence émotionnelle, l'innocence. Le sentiment d'innocence. Mais qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'innocence? On parle, vous le savez, tous les jours quasiment de culpabilité. C'est un terme qui est très connu. Une émotion plus que connue d'ailleurs. Mais sentiment d'innocence, on n'en parle quasiment pas. Et on va voir pourquoi. C'est intéressant. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment mettre de côté pour l'instant le mental. Et essayer de vous centrer sur la poitrine, sur ce que vous ressentez vous. Et je vais vous inviter, comme c'est écrit là, à vous tourner vers la personne à côté de vous et de la regarder dans les yeux. Simplement. Et que vous preniez 1 minute ou 2 pour vous présenter à elle. Que vous la connaissiez ou pas, présentez-vous comme vous avez envie de vous présenter. Voilà, je vous laisse 2 minutes, 3 minutes maximum. Voilà, découvrir l'autre, se découvrir. J'ai fait le même exercice que vous. Il se trouve qu'il y avait un nombre impair de personnes, donc ça m'a donné l'occasion de me présenter et d'écouter la personne. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, que j'ai écrite, c'est combien de personnes croient que la manière de sentir a des effets sur leur vie? Combien de personnes ici pensent que la manière de sentir a des effets sur leur vie? Oui, hein. Après, est-ce qu'on peut définir le sens du mot sentir? Manière de sentir. C'est le sujet, hein. On va y venir, bien sûr. Hein. Voilà, c'est un peu comme la manière de penser. On a une manière de penser. Hein. Cette manière de penser, elle est conditionnée par notre éducation, etc. Et bien, c'est pareil pour les émotions. On a une manière de sentir sans s'en rendre compte, et on va voir au fil de la conférence comment on arrive à observer cette manière de sentir. Parce que c'est là le sujet, en fait. Hein. L'innocence, c'est un thème qui fait partie de notre intelligence émotionnelle, que nous avons tous, je le répète à chaque fois, à chaque conférence. Alors, voilà, quelques mots juste pour vous dire mon parcours rapide. Avant d'être là, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis formateur d'émocéens. Des émocéens, je vais en parler tout à l'heure, ce que c'est. C'est des personnes qui ont suivi un cursus de formation. J'ai écrit des ouvrages, je suis déformateur. Alors, ce n'est pas une provocation. C'est juste dire qu'on a besoin de se déformer. On est trop formé, trop formaté. Et c'est ces formatages, ces conditionnements qui nous empêchent d'être libres, d'être nous-mêmes, d'être spontanés. Et on va voir comment retrouver notre spontanéité. J'ai créé l'Institut européen d'intelligence émotionnelle, je le disais tout à l'heure, il y a 20 ans maintenant, bientôt 20 ans, et je dirige une école qui s'appelle l'école systémique de l'intelligence émotionnelle. Alors pourquoi systémique? Systémique parce que je suis ingénieur, enfin j'étais, et j'ai été passionné par un professeur qui était un des gourous de la systémique en France, et il m'a fait le virus, et je suis toujours passionné par la systémique, c'est-à-dire une manière de penser qui n'est pas cartésienne. Or, nous avons tous une manière de penser influencée par Descartes, en Occident en tout cas. Et la théorie des systèmes nous propose une autre manière de penser pour comprendre la complexité. Et l'humain est par définition ce qu'il y a de plus complexe. Et donc c'est un outil qui est très précieux. J'en parlerai pas ce soir, mais on y reviendra un jour. Voilà. Et puis j'ai écrit 2 ouvrages, Développer vos compétences émotionnelles, en 2010, qui est épuisé aujourd'hui, mais que vous pouvez avoir en occasion sur les réseaux. Et en 2016, j'ai écrit Comment cultiver son intelligence émotionnelle,
livre de poche. Donc accessible à tout le monde, avec des exercices, un peu de théorie, de la pratique, des questions, quelque chose qui est très vivant, qui permet vraiment de vivre l'intelligence émotionnelle plutôt que d'en parler ou plutôt que de théoriser. Souvent, j'entends beaucoup de gens parler de théorie sur l'intelligence émotionnelle et très peu de vécu. C'est pour ça que ce soir, on va essayer d'être le plus proche du vécu de l'intelligence émotionnelle. Donc, vous allez avoir l'opportunité de vivre des expériences en conscience en étant en observation de vos émotions. Si vous le souhaitez. Personne n'est obligé de faire les exercices, bien entendu. Alors voilà, l'école systémique de l'intelligence émotionnelle, c'est 3 choses. C'est d'abord vivre un voyage initiatique. Je considère que notre vie est un voyage initiatique. Nous sommes sur Terre pour apprendre quelque chose, pour nous découvrir, pour découvrir qui nous sommes vraiment. C'est une manière de voir la vie qui est stimulante pour moi. Et donc, voilà, je considère que l'école, c'est pareil, c'est inviter toujours à se questionner, à se découvrir, à découvrir notre richesse. Parce que, comme vous le savez, en neurosciences, on parle d'utiliser 1% de notre potentiel neurologique ou cérébral. Donc ça veut dire qu'il reste 99% qui ne sont pas utilisés. Quels sont ces 99% qui restent ? Imaginez si vous multipliez par 10 vos capacités cognitives et émotionnelles. Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Deuxième chose, donc là, ça vous permet évidemment de changer votre réalité, parce que quand vous considérez les choses comme une invitation à évoluer, vous ne pouvez pas ne pas évoluer. Deuxième chose importante qui a été le moteur de l'école, c'est expérimenter au quotidien. Pourquoi expérimenter au quotidien et aller au-delà des pratiques en session de formation, sur une journée ou sur 3 jours ou sur tout un cursus pour devenir émoticien, on y reviendra. Parce que les premières années de formation, les participants, les élèves me disaient « mais oui, mais ça c'est bien, on y arrive là, mais comment c'est dans la vie ? Comment c'est au quotidien, au travail, avec la famille, avec les enfants ? Est-ce que on a ces mêmes capacités ?» Et donc, j'ai imaginé des exercices en dehors de la formation, avant, pendant, après. Et ça fait partie des spécificités de la pédagogie de l'école. Et enfin, un équilibre entre la conscience et l'activité. On parle beaucoup de conscience des émotions, et c'est très important. Mais on ne parle pas beaucoup d'activer nos émotions, de les mettre en action. Parce que l'émotion, c'est un moteur. C'est d'abord, l'objet de l'émotion, c'est émotion, ex-motion. Un mouvement vers l'extérieur. C'est ce qui nous met en mouvement. C'est ce qui nous active dans la vie. Toutes les décisions que nous prenons dans la vie sont prises à partir de notre cerveau émotionnel. Il n'y a rien qui ne soit décidé sans l'accord de nos émotions. Si la logique me dit je dois aller à droite et que mon désir est d'aller à gauche, j'irai à gauche. Le cerveau émotionnel est, comme l'a dit un grand neuroscientifique, le cerveau des cerveaux. C'est lui qui maîtrise les décisions que nous prenons tous. Donc ça vaut le coup de s'intéresser. Donc conscience et activité. Et ça à partir du corps, des émotions et du mental. Alors qu'est-ce que c'est qu'un émotien ? Je tourne avec la main, mais en fait j'ai oublié que j'avais un ustensile qui me permet de tourner les pages, donc je vais en profiter. Un émotien, c'est quelqu'un qui accompagne au niveau neuro, psycho et corporel les personnes pour devenir conscientes de leur totalité. Vous savez, Jung a dit, en fait, nous ne sommes pas conscients de notre totalité. Nous sommes conscients d'une petite partie. Et c'est vrai qu'avec le mental, on ne voit qu'une petite partie de nous-mêmes. Vous imaginez ce que nous sommes bien plus que ce que le mental veut bien voir. C'est comme quand je regarde avec des lunettes bleues, je vais voir les choses d'une manière qui est masquée. On ne va pas voir toutes les couleurs, je vais voir tout en bleu dégradé.
Mais notre réalité est bien plus complexe, bien plus riche que ça. Donc, voir notre totalité, c'est voir tout ce potentiel, ces fameux 100% dont on parle. Et puis, à devenir acteur de leur vie. Un émocien, son rôle, c'est d'aider, d'accompagner la personne à devenir acteur de sa vie. Et pas seulement objet dans sa vie. Et on va voir la différence et comment on peut passer de l'un à l'autre et comment on peut découvrir chaque fois cette manière inconsciente de nous voir comme un objet au service de quelque chose. Alors, l'intelligence émotionnelle, il y a une définition que j'aime bien, c'est apprendre progressivement à accueillir les émotions sereinement. Sereinement. Le mot est important. En acceptant de les laisser vous traverser sans craindre d'être envahi. Ça veut dire que vous pouvez, et c'est possible, et bien sûr c'est l'objet des trainings, des entraînements, vivre toutes vos émotions sans vous laisser envahir par elles. Et c'est l'entraînement qui nous permet de faire ça. Et il n'y a que l'entraînement. Il n'y a pas de magie. La personne qui va vous dire « oui, c'est possible de le faire instantanément du jour au lendemain » ne vous dira pas la vérité. Ça demande vraiment un entraînement. Et vous allez voir, on va aborder le sujet des neurosciences. Et vous allez voir comment ça fonctionne dans le cerveau. Alors d'abord, avant d'aller dans le cerveau, la carte corporelle des émotions. Vous voyez que chaque émotion a une carte corporelle. L'énergie qui circule dans le corps a une empreinte en fonction des émotions. Alors par exemple, si on voit ici la colère, vous voyez que la colère, vous avez beaucoup d'énergie dans les poings, dans le cœur, dans la mâchoire. Pourquoi ? Parce que la colère, c'est une manière de nous protéger d'une agression extérieure. Et donc le corps va nourrir ces zones, ces parties du corps, enfin, l'émotion va générer de l'énergie en surplus dans ces parties du corps pour pouvoir nous défendre. Et chaque émotion, c'est la même chose. Chaque émotion a une empreinte. Vous voyez là, une des caractéristiques aussi, c'est la dépression. Vous voyez, la dépression, on est vraiment à l'inverse. Là, il y a très peu d'énergie. Une personne qui est déprimée n'a pas d'énergie dans les bras, ni dans les jambes. Et donc, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, de bouger, de courir, elle n'a pas d'énergie. Et accompagner une personne qui est dépressive, c'est très difficile parce que vous lui demandez quelque chose et puis elle ne peut pas le faire. Elle ne fait pas exprès, c'est pas possible. Donc voilà comment on peut comprendre nos émotions et comment on peut sentir dans notre corps chaque émotion. Et voilà quelle est notre empreinte émotionnelle. En quoi c'est important ? C'est important parce que ça nous permet d'être conscients de ce qui se passe dans notre corps. Et cette conscience, évidemment, a une influence énorme sur le processus émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait, depuis 27 ans, grâce à Daniel Goleman, qui a fait une enquête très précise, minutieuse, que 2/3 des résultats de notre activité sont dus à nos compétences émotionnelles. 2/3 des résultats de notre activité, quelle que soit notre activité. Que vous soyez coach, que vous soyez manager, ou que vous soyez thérapeute ou autre, 2/3 de vos compétences sont à l'origine de vos résultats. Et le tiers restant, c'est nos compétences techniques, métiers.
Cette étude a été faite en 1996. Alors, continuons, on va voir les HPE. Vous avez entendu parler des HPE? Au potentiel émotionnel? Ça va, vous me suivez là? 5 caractéristiques. J'en ai retenu 5 selon les écoles, selon les centres de recherche. Il y a des caractéristiques différentes, mais les plus importantes, selon mon expérience, c'est 1, la transparence. C'est des gens qui sont transparents. Ça veut dire qu'ils expriment leurs émotions facilement, de manière fluide. Et regardez si vous vous retrouvez là-dedans. Deuxième caractéristique, l'empathie. Et l'empathie, comme vous savez, ça va libérer les émotions. Quand je suis en contact avec mes émotions, je les libère. Je prends conscience, donc je libère. Troisième caractéristique, c'est la résilience. Ils ont une capacité à traverser les moments de crise. Parce que justement, ils sont présents à ce qui se passe émotionnellement en eux. La peur est consciente. Et donc libérée rapidement. Quatrième caractéristique, c'est des personnes qui aiment aider les autres. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces caractéristiques? Certains, oui. Et enfin, la curiosité. Ils s'intéressent vraiment à l'autre. Ils ont envie, ils aiment comprendre l'autre, comment il fonctionne, comment il vit. Qui se retrouve dans ces 5 caractéristiques? Voilà. Ok. Et puis ceux qui n'osent pas le faire. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un haut potentiel émotionnel, mais qui ne le savent pas. Alors bien sûr, je vous invite, si ça vous intéresse, à faire des tests. Il y a des tests qui sont organisés. Et ça vous permettra de valider ce que vous sentez. Alors, on va tout de suite appliquer, puisqu'on sait maintenant que c'est dans l'expérience et dans l'application qu'on avance. Et vous allez retrouver votre voisin avec qui vous êtes présenté, et vous allez lui dire, dis-moi ce que tu aimerais avoir de plus dans ta vie maintenant. C'est ce qu'on appelle le désir. Qu'est-ce que tu désires avoir de plus dans ta vie maintenant? Je vous laisse 2 fois 5 minutes. Alors, comment c'était pour vous? Super, bravo. Comment c'était en tant qu'exprimant? Et comment c'était en tant qu'écoutant? Est-ce que par hasard, il y a quelqu'un qui avait envie d'intervenir à un moment, quand il était écoutant, ou quand il s'est exprimé, est-ce qu'il a retenu des choses? Qu'est-ce que vous avez observé? Et puis sur le fond, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas trouvé justement quelque chose qu'ils aimeraient avoir de plus dans leur vie? Qui n'a pas trouvé? Voilà. Il y a 2 personnes qui n'ont pas trouvé ce qu'ils aimeraient avoir dans la vie, c'est ça? Si, c'est bon. Non, moi j'ai trouvé. Trouvé, ok. Voilà, il y a une personne qui n'a pas trouvé. Merci de votre franchise. Elle est bienvenue, parce que vraiment, c'est bien. Alors, on peut trouver ou pas trouver ce qu'on a envie de vivre dans notre vie au quotidien. Il y a une personne charmante qui m'a demandé pour moi comment c'était, et je vais répondre parce que c'est vraiment intéressant. Et j'aimerais savoir s'il y a une personne qui a envie de partager ce qu'elle a découvert. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir de plus dans votre vie? Enfin, qui a découvert, qui sait. Oui, Enfin, ou qui a partagé ce qu'elle a envie d'avoir de plus dans sa vie. Qui a envie de partager? C'est important de savoir ce qu'on veut. Parce que si on ne sait pas où on veut aller, on ne peut pas y aller. Ou alors, il y a une chance sur 1000 d'y arriver. Donc la première chose, effectivement, c'est de connaître son désir. Et le désir, c'est quoi? C'est la première émotion que l'être humain ressent. Un nourrisson, son désir, c'est sa première émotion. Après, il va avoir la colère, il va avoir d'autres émotions. Mais la première émotion, c'est son désir. Donc c'est une émotion qui est fondamentale. Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'apparaît pas comme une émotion primaire dans les livres scientifiques. On parle de la colère, de la tristesse, de la peur, de la joie, mais on ne parle pas du désir.
Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les tabous, évidemment. Hein, ça fait partie des tabous. Voilà pourquoi on a du mal à identifier notre désir. Et donc à identifier notre moteur de vie. Parce que le désir, c'est l'émotion des émotions. C'est ce qui nous permet de nous mettre en avant, d'avancer, de progresser, de grandir, d'évoluer, de nous rapprocher de ce qu'on a envie d'être, de réaliser nos rêves. Sans le désir, il n'y a rien. Et il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, l'état dépressif, à l'opposé. Il y a zéro désir. Donc le désir, c'est vraiment quelque chose qui est important. D'où cette question. C'est qu'est-ce que j'ai envie de plus dans ma vie? Merci. Est-ce qu'il y a un autre partage, un autre témoignage de ce que vous avez découvert ou révélé à votre voisin? Ok, on va continuer. Donc vous voyez, notre relation au désir n'est pas simple. Affirmer son désir n'est pas simple. Ça, s'il y avait une chose à retenir peut-être de cette soirée, c'est de voir que, voilà, exprimer mon désir, le partager, l'exprimer, ce n'est pas accessible à tous. Parce que notre éducation nous a appris à cacher notre désir. Qui vous êtes pour avoir un désir ? Notre éducation a tout fait pour nous empêcher d'exprimer, de vivre notre désir. D'où l'importance de notre intelligence émotionnelle qui va venir libérer ça, désapprendre ce qui nous a retenus. Et donc sortir de cette prison mentale pour aller vers notre liberté émotionnelle. Là, j'interviens. Moi, je n'ai pas répondu parce qu'en fait, mon problème, moi, c'est que les désirs, j'en ai plein et j'en ai réalisé plein. Et du coup, moi, je ne me sens pas du tout coincée par rapport à ça. C'est plutôt un problème de choix que j'ai, moi. Et de temps qu'il me reste pour réaliser. Alors, problème du choix, si j'ai du mal à choisir un désir, c'est qu'il y a un conflit cognitif à l'intérieur. Il y a des parties qui veulent ça, une partie qui veut ça, etc. Et donc il y a ce que j'appelle, moi, une multipersonnalité. On a tous ce qu'on appelle des sous-personnalités et des parts de nous qui ont envie de plein de choses et qui, du coup, ne laissent pas l'espace pour avancer. C'est bien ça. Et c'est une manière de ne pas y aller, de ne pas s'autoriser à désirer quelque chose et de ne pas le mettre en action surtout. Parce que première étape, c'est d'identifier notre désir. S'il y avait un désir, là, je vous pose la question comme ça, s'il y en avait un parmi tout cela, qu'est-ce qui vous vient en premier ? Moi, en fait, si ça devait rejoindre, pour englober tout, ça serait d'arriver à une forme de sérénité. Voilà, voilà, très bien. Arriver à une forme de sérénité, mais c'est important. Bah oui, ça paraît un peu énorme. Je pense que tous ici, on a envie de vivre. Qui n'a pas envie de vivre dans la sérénité ? Personne. Donc c'est un désir qui est légitime, et qui est puissant, qui est important dans notre vie. La sérénité. Vous avez trouvé ? Oui ? Est-ce qu'on peut définir la sérénité ? Merci. Alors, on va peut-être lui poser la question. Ce qui me permettrait de répondre à votre question. Alors, on a tous une définition différente. Je ne détiens pas la vérité par rapport à ça. Je peux donner une définition de la sérénité qui est la mienne. Mais, madame, vous avez votre définition de la sérénité. Et c'est vrai que c'est un guide d'avoir la définition de la sérénité. Non, mais c'est un concept. Voilà, exactement. C'est un concept. C'est un mot. Et derrière ce concept, il y a quoi ? Vous connaissez Korzybski qui a dit « la carte n'est pas le territoire ». Derrière le concept, il y a quoi ? Il y a l'expérience de la sérénité. Et si vous parlez de sérénité, c'est que vous avez une expérience de la sérénité. Chacun, chacune. Sinon, jamais vous n'auriez prononcé ce mot. Qu'est-ce que c'est que la sérénité pour moi ? Moi, l'image qui me vient, c'est au sommet d'une montagne,
et je regarde l'espace, l'illimité, et je suis dans cet état de bien-être. C'est une manière de définir. Il y en a plein. Mais selon notre expérience, elle va être évidemment différente parce que notre histoire est différente pour chacun. Donc ce qui va importer, c'est pas la définition, même si ce soir on va aborder des définitions, on va aborder des concepts, c'est notre manière de communiquer. C'est l'expérience qu'il y a derrière le concept. C'est le territoire derrière la carte. C'est ça qui nous intéresse en intelligence émotionnelle. Et c'est ça qui fait une révolution. Parce qu'on a tellement l'habitude de penser et de rester avec nos concepts qu'on est prisonnier de nos concepts, qu'on ne voit plus la personne autrement que par des concepts. Elle est ceci, elle est cela, elle est intelligente, elle est bête, elle est belle, elle est moche, elle est ci, elle est ça. Et on ne voit plus la personne en face. On est dans notre passé, dans notre histoire, dans ce qu'on nous a appris. Alors que si je vis l'expérience en direct, ce qu'on appelle communément l'instant présent, il n'y a pas de question, il y a juste, je regarde la personne, je vis la personne. Je ressens ce qui se passe. Alors, moi, la réponse pour vous répondre, c'est d'accueillir ce qui est là tel que c'est. D'accueillir ce qui est là tel que c'est. C'est-à-dire, par exemple, apprécier d'être avec vous ce soir. Ça, c'est ce vers quoi j'ai envie d'évoluer le plus possible. Chaque moment de ma vie, que ce soit quelque chose que j'apprécie. Y compris les moments de tristesse, y compris les moments de colère, y compris les moments de peur. Bien sûr, c'est plus facile dans la joie d'apprécier d'être dans la joie. Mais ce qui va faire que je suis plus intensément dans cette joie, c'est quand je vais apprendre à apprécier quand je suis dans la peur. C'est que je vais apprendre à m'aimer quand j'ai peur. Quand une part de moi a peur, alors là, je peux me rejeter. Parce que moi, en tant qu'homme, je ne dois pas avoir peur. Et c'est là que ça commence à devenir difficile. Mais si j'accueille ma peur, si j'accueille ma tristesse, si j'accueille ma colère aussi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais vivre tous mes instants dans le présent. Je vais m'accueillir tel que je suis dans le présent. Je ne vais rien rejeter de ce que je suis et de ce que je ressens. Voilà pour répondre à la question. C'est mon désir. Je ne dis pas que j'y suis arrivé. C'est mon désir. J'ai répondu honnêtement à madame qui s'appelle Véronique. Merci Véronique. Ça me donne l'occasion de parler de ce que j'aime. Alors, on va faire un petit tour dans les neurosciences. Il y a certainement des experts en neurosciences ici. Non? Non? Oui? Un petit peu, voilà. Là, vous allez vous reconnaître, vous allez voir. Neurosciences, c'est quoi? C'est une science qui nous permet d'observer le cerveau et le fonctionnement du cerveau. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a observé, entre autres, le professeur Daniel Amen, qui est un Californien. Il a observé que nous avons plus de 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit chaque jour. 60 000 pensées. Alors, ça peut être 65 000, 55, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de voir la quantité de pensées qui nous traversent chaque jour. Et ce qui va être étonnant, c'est de voir que 95% de ces pensées sont répétitives, sont les mêmes. 95% de nos pensées se répètent tous les jours. Vous imaginez? Il n'y a que 5% de pensées différentes, d'un jour sur l'autre. Ça veut dire qu'on est un programme avec des croyances et donc des pensées qui vont émerger, qui sont les mêmes tous les jours. Et quand on veut sortir d'un problème, on va essayer de trouver la solution avec ces mêmes pensées. Donc c'est impossible, tant qu'on est enfermé dans notre système de pensée. Et autre chose aussi intéressante et important,
48 000 pensées sont négatives. Sur les 60 000 pensées, 48 000 sont des pensées négatives. Et donc, et on y arrive, nous avons 48 000 émotions négatives tous les jours. Alors, j'aime pas utiliser ce terme de négatif parce que pour moi, il n'y a pas d'émotion négative. Mais il n'empêche que tous les jours, nous répétons les mêmes émotions désagréables. Comment en sortir ? L'enjeu, il est vraiment très important. Alors, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, bien sûr. Alors comment le créer ? Et ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes entre le passé et le futur. Dans ce passé, nous avons des mémoires qui sont créées à partir de notre savoir et de notre expérience de l'environnement extérieur. Puis quand on grandit, c'est l'environnement extérieur qui nous influence. Et quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a accumulé les expériences extérieures. Et on va répéter les expériences de nos parents, de nos amis, de ceci, de cela. C'est là qu'on est enfermé, c'est là qu'on est emprisonné. Et c'est là qu'on ne trouve pas de solution. Alors on peut savoir ça et continuer à répéter les mêmes pensées. Hein, vous êtes bien d'accord ? Là, vous avez écouté cette conférence, demain, vous allez savoir tout ça. Mais là, on va aller sur le futur. Et le futur, c'est la vision du futur qui est créée par une intention claire. Votre intention tout à l'heure, c'était quoi ? C'était de vivre une expérience différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est de clarifier votre intention. Et c'est pour ça que dans les trainings, la première journée qu'on fait, c'est de clarifier nos intentions. De désamalgamer le désir pour lui donner toute sa clarté. Mais pas que. C'est aussi de vivre une émotion élevée. Une émotion élevée, c'est une émotion avec une énergie haute. Donc c'est les deux. 1, une intention claire, et 2, une émotion élevée. Et ça vient d'où ? De notre environnement intérieur. Et c'est là que vous créez votre avenir. C'est là que vous êtes sujet de votre existence. Et c'est ce qui fait toute la différence entre subir et créer votre avenir. Alors il y a des personnages très connus qui ont osé aller vers l'inconnu. Et l'inconnu, c'est au-delà de ces 95%, hein, vous avez compris. L'inconnu, c'est Albert Einstein qui est sorti, qui a inventé, qui a créé quelque chose de nouveau et qui a proposé au monde ses découvertes. Il est sorti de ce qu'il connaissait, de ce qu'on lui avait appris à l'université. C'est Martin Luther King qui a proposé une autre version pour les Noirs américains. Il leur a donné la possibilité de vivre librement et d'avoir des droits égaux avec les Blancs. Martin Luther King est sorti de ces 95%. Et étant sorti, il a pu proposer aux autres d'en sortir. Vous voyez où je veux en venir, vous me suivez ? Steve Jobs, pareil. Elon Musk, un des derniers, qui a inventé un moteur électrique qui va à 60 km/h en 5 secondes. Personne ne l'avait fait avant. C'est comme le moteur à 4 temps, Henry Ford l'avait inventé. Il a dit « je veux un moteur à 4 temps ». Et bien Elon Musk, il a dit « je veux une voiture électrique qui va à 60 km/h en 5 secondes ». Et il a eu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
on peut avoir des voitures électriques qui sont aussi puissantes que les voitures mécaniques, que les voitures à moteur à essence. Ou presque. Donc c'est cette soif d'inconnu que je vous invite à sentir qui fait que vous allez réaliser vos désirs. Est-ce que vous me suivez? Oui? Vous voyez où je veux en venir? Ok, on continue? Allez, neurones. Regardons un petit peu ce qui se passe dans le cerveau. C'est intéressant, c'est important parce que ça va nous aider. Et ça vient valider tout le travail que je fais depuis 20 ans. Nous avons 100 millions de neurones, chacun. 100 millions de neurones. Chacun de ces neurones, chacun de ces neurones a entre 10 000 et 40 000 connexions synaptiques. Entre 10 et 40 000. Imaginez le nombre de connexions synaptiques. Et l'intelligence, ça n'est pas le nombre de neurones. C'est le nombre de connexions synaptiques. Intelligence, intelligere. Capacité à relier les choses. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet de relier les choses. Une personne qui a un traumatisme a un vide entre ses neurones. Et c'est pour ça qu'elle n'accède pas à sa mémoire, à la mémoire du trauma. Parce qu'il y a eu une rupture synaptique. Et donc, je dis ça pourquoi? Quand les neurones se connectent, quand ils s'activent ensemble, ils ont tendance à se connecter. Et cette connexion, elle est plus ou moins stable. Si vous voulez créer des connexions stables sur votre projet, ce que vous désirez, il va falloir y penser, il va falloir le sentir et l'activer. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et c'est le cerveau qui nous le dit. Chaque action renforce nos connexions synaptiques. Plus je mène des actions dans le sens de mon projet, plus je vais créer des liens synaptiques par rapport à la réalisation de mon projet. Voilà comment ça se passe dans notre cerveau. C'est juste mécanique. Plus vous utilisez un neurocircuit dans votre cerveau, plus ce circuit devient fort. Mais ces circuits anciens du passé, ils sont forts, c'est 95%. Ils sont très forts parce qu'ils sont là depuis très longtemps, depuis votre enfance. Pour vous libérer de ces circuits synaptiques, ça demande de créer de nouveaux circuits synaptiques. Elon Musk, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé de nouveaux neurones, de nouveaux connexions synaptiques. Il a créé des réseaux synaptiques nouveaux. Il s'est créé littéralement. Et ce qu'il a fait, chacun de nous peut le faire. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement du cerveau, chacun de nous peut le faire. Donc, si chacun de nous peut le faire, en fait, vous êtes en train de mettre sur la table quelque chose comme la sérendipité. C'est-à-dire le faux hasard, la sérendipité, c'est-à-dire ce concept, encore un concept qui fait que, sans chercher, on peut trouver quelque chose. Absolument. Il suffit de savoir ce qu'on a envie et on va le trouver. Oui, mais est-ce que c'est peut-être pas inintéressant si, je pense, avec la sérendipité, à la trouvaille de la pénicilline, c'était pas un but? Le but, c'était de soigner. Il y avait des recherches, mais le savant... Et le hasard a participé. Voilà. Ce qu'on appelle le hasard. Mais vous savez bien ce qu'Einstein dit du hasard. Voilà. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire que c'est ce qui arrive au bout du compte parce que le chercheur a su récupérer ça. Parce qu'il a une intention forte. Voilà, ouais. Et du coup, son intention forte, claire, a pris le pas
sur son passé, sur ses croyances. Et chacun de nous pouvons faire exactement la même chose. Et là, c'est très important ce que vous dites. Vous dites, après le cas sur ses croyances. Oui. Il a osé lâcher un peu ses croyances pour aller à la découverte. Exactement. Et c'est là qu'arrive le miracle. Enfin, miracle. Et c'est là qu'arrive ce qu'on appelle le miracle, qui n'est pas un miracle en réalité, qui est un miracle pour le mental, mais qui n'est pas un miracle. Donc chacun de nous peut réaliser ce miracle. Vous avez compris maintenant où on va là? Et donc ces connexions, je vais passer sur les détails, mais il est donc essentiel d'appliquer ce que vous savez. Ce que vous avez appris ce soir, ou redécouvert, ça devient utile si vous l'appliquez. Sinon, demain, vous allez oublier tout ça. Après-demain, dans une semaine, dans un mois. S'il n'est pas utilisé, il ne sert à rien. Et on va voir comment ça marche dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle les cellules gliales. À quoi servent ces cellules? Elles nous servent à deux choses. La première, c'est d'activer ces influx entre les connexions synaptiques. Donc quand on va créer du nouveau, quand on va intensifier sa recherche, son exploration par rapport à son désir, son projet, eh ben, on va permettre l'accélération de ces connexions synaptiques, si elles existent, et la création, si elles n'existent pas. Et inversement, si je n'utilise pas ces connexions synaptiques, ces cellules vont créer des ruptures synaptiques. Elles ne seront plus utilisées parce qu'elles seront séparées parce qu'elles n'ont pas servi. Donc il n'y a pas besoin de réagir contre le passé, il y a juste besoin de créer votre avenir. Or, qu'est-ce qu'on fait? On essaye toujours de résoudre le passé. Mais on passe son temps avec la peur de notre passé, avec nos croyances, avec tout ce qui est passé. Or, on a passé beaucoup d'énergie pour rien, puisqu'on a renforcé notre passé en essayant de réagir contre lui. Comprenez maintenant l'importance pour créer ce que vous désirez vivre? Oui. Je voulais soulever qu'il y a des enfants, quand on leur propose des activités, ils n'arrivent pas à choisir. Parce qu'ils sont formatés et on leur a pas appris à choisir. Quel âge ils ont? De 7 à l'adolescence. Parce qu'ils ont déjà été conditionnés. Ils sont formatés. Et c'est quand même terrible, ça, de ne pas avoir la liberté de choisir. Déjà. Et en même temps, c'est beaucoup plus facile pour eux. Parce que j'ai eu la chance d'accompagner des enseignants de l'éducation nationale dans une école expérimentale. Et je peux vous dire qu'en 6 mois, en 2 ateliers, il y a des enfants qui ont débloqué des situations qui étaient bloquées depuis très longtemps. Et c'est des enfants qui ont beaucoup plus facilement accès à leur intelligence émotionnelle que nous, adultes. Donc ça, c'est important aussi de savoir. C'est encourageant pour ceux qui sont dans l'enseignement. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc l'idée, c'est de construire des connexions synaptiques. Alors, évidemment, ce sur quoi nous nous concentrons l'emporte. C'est pour ça qu'on a commencé par identifier notre désir. Et donc l'idée maintenant, c'est de vous concentrer sur votre désir. Qu'est-ce que je désire? De vous concentrer sur cette émotion. Alors on va continuer à appliquer un dernier exercice, parce que je vois que le temps passe très vite. Et il nous reste peu de temps. Et vous allez faire une pratique. En 3 minutes chacun. Dis-moi comment tu vis ton innocence, ton sentiment d'innocence. Prenez 3 minutes, pas plus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais finir cette conférence, il y a des choses importantes après. Donc prenez quelques minutes et avec votre voisin, vous allez finir par le connaître. Comment tu vis ton innocence aujourd'hui? Est-ce qu'il y a
qui a envie de partager comment vous vivez votre sentiment d'innocence. Je suis très curieux de ça. Et peut-être ça va servir aussi aux autres. Qui a envie de partager? Oui? Je l'ai rattaché à l'enfance. La première image qui m'est venue, c'est l'enfance. La innocence de l'enfant est complètement innocent et qui s'en fiche du qu'en dira-t-on, du jugement d'autrui. Et je me suis dit que cette innocence adulte, je pouvais la retrouver à partir du moment où je m'étais libérée de tous les masques, de tout ce que peut penser l'auditoire. C'est ça. Voilà. Merci. Merci, c'est exactement ça, oui. Oui. L'innocence, c'est ne pas avoir de responsabilité, avoir de la liberté, et ça se fait tout seul. Il n'y a pas passé, il n'y a pas présent. Pour moi. Wow. C'est ça, il n'y a pas de passé, il y a juste du présent. J'ai fait un exercice cet après-midi sur justement rester dans cette liberté du présent et sortir de cette prison du passé. Qu'est-ce que c'était riche, qu'est-ce que c'était intéressant de faire cette pratique. C'était énorme. Vraiment, très riche. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est waouh, arriver à sortir de notre prison. Vous savez, il y a toujours cette image là d'une personne qui sort de la cage et qui se tient à la cage, qui ne veut pas sortir. Mais qu'est-ce qu'on met comme énergie pour rester dans notre cage? Parce qu'il y a la peur de l'inconnu. Ben oui, justement, c'est impressionnant l'inconnu. Mais quand on dépasse ça, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est à notre portée, vraiment. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Et c'est une aventure. C'est pour ça que je parle de chemin initiatique. C'est une aventure. Alors, je vais continuer parce que le temps passe là. Il nous reste 10 minutes à peine. Je passe sur la citation. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que ça nous permet de sortir de notre fragmentation. Notre culpabilité, nous l'avons tous ici. Elle nous empêche de voir cette spontanéité que nous avons tous en nous. Et sincèrement, moi au début, quand j'ai fait la première fois cet exercice, je me suis dit, mais c'est quoi cette innocence? Comment je vais trouver cette innocence? Mais vraiment. Et puis petit à petit, j'ai découvert que mais c'est quelque chose d'énorme. C'est tellement énorme. Comment j'ai pu ne pas le voir jusqu'à là? On a mis des couches, des couches, des couches. Développement personnel. Désenveloppement. Retrouver notre innocence, c'est enlever les enveloppes, enlever les couches. Être nu face à l'autre. Voilà pourquoi. Et donc, c'est quoi? Notre capacité de ressentir de manière innée, je répète, innée, c'est inné en nous, la joie, la passion et le désir, sans craindre de les voir anéantis. Parce qu'on peut se dire, oui, j'exprime ma spontanéité, mais là, je vais être jugé, je vais être critiqué dans mon travail, comment je vais faire? Comment? Donc, il y a les deux. Alors comment? On arrive au comment je fais ça. D'abord, je sors de cette confusion entre ce que je suis et ma personnalité. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on est enfermé dans notre personnalité. On croit, nous croyons, chacun de nous, que nous sommes notre personnalité. La carte n'est pas le territoire. Toutes les personnes qui ont suivi le cursus de formation se sont identifiées à leur personnalité. Et quand elles ont vu qu'elles n'étaient pas leur personnalité, il y a un sentiment de liberté et d'innocence qui est remonté naturellement, spontanément. Il n'y a pas besoin de le chercher. Il y a juste besoin de se libérer de ces couches de protection, de culpabilité que nous avons construites. Et vivre nos désirs, bien sûr. Alors comment, pratiquement? L'école propose deux parcours.
un parcours individuel d'accompagnement. C'est un parcours qui va aider les personnes qui ont une situation, un traumatisme, une difficulté particulière qu'elles n'arrivent pas à libérer. Et là, c'est une aventure individuelle. Parce qu'en groupe, c'est difficile. Il y a une personne à laquelle je pense, elle a vécu une expérience qui était tellement traumatisante, tellement lourde, tellement difficile que c'était impossible de l'aborder en groupe. Et elle a fait le séminaire, ça l'a aidé à libérer les choses, mais il y avait quelque chose qu'elle avait besoin de travailler en individuel. D'où cette proposition de vous accompagner individuellement pour libérer ce noyau dur qui vous empêche d'être vous-même et de trouver cette innocence. Deuxième parcours qui est proposé, c'est en groupe. C'est de partager avec les autres, comme on est ici, sauf que on le fait en groupe de 6 personnes. Et là, on va travailler sur quoi? Vous avez compris, on va travailler sur le désir, évidemment. On va les creuser, on va devenir des spécialistes du désir. Comment je vis mon désir? Et on va passer une journée entière à travailler sur ça. On va enlever toutes les couches qui vous empêchent de voir votre désir émerger spontanément. Et c'est possible. Le dernier séminaire que j'ai fait à Montpellier, les personnes qui ont suivi cette journée sont sorties différentes, transformées, avec des autorisations qu'elles ne se donnaient pas avant. Tout ça en étant centré sur le désir. Vous avez compris ce qui se passe au niveau neurologique? On a travaillé sur le désir. Et encore, et encore, et encore. Ce que vous avez fait en 5 minutes, on va le faire toute la journée. Imaginez ce que ça génère. Et puis, il y a le séminaire en juillet pour Montpellier, le 13, 14, 15, notez ces dates, où là, on va travailler sur l'amour de soi. Parce que un des freins du désir, c'est « je ne m'aime pas ». Si je ne m'aime pas, je ne vais pas réaliser mon désir. Donc, je travaille sur mon désir. Ensuite, j'apprends à vivre le plaisir d'être moi-même. Et enfin, j'apprends à m'aimer comme je suis. 3 jours intensifs de pratique, d'entraînement, qui transforment la vie de la personne qui traverse ce chemin. C'est un chemin initiatique, oui. Et accessible à tout le monde. Alors vous pouvez vous dire en 3 jours comment c'est possible de m'aimer, ce que je n'ai pas réussi à faire en 20 ans de thérapie. Hein? C'est vrai. Peut-être qu'il y a une manière qui est différente. Peut-être qu'au lieu d'aller se confronter au mur qu'on a en face de soi, il y a un moyen de passer à côté et d'éviter ce mur. Ça fait gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans des fois. Combien de personnes qui ont fait des années de thérapie sont venues me voir et il s'est passé quelque chose de nouveau dans leur vie. Et c'est ça l'innocence, c'est être ouvert à l'impossible. C'est être ouvert à ce que je ne crois pas possible. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir ici après la conférence et on en parle. Et puis un petit cadeau pour finir, parce que je vois qu'il est 28, il nous reste 2 minutes. Un petit cadeau. Avant de nous séparer, c'est une proposition de musique. Et donc je vous invite à revenir à cette position, les yeux fermés. Ça s'appelle Return to Innocence. Retourner à l'innocence, c'est un titre de chanson. Et donc installez-vous confortablement au fond de votre siège, fermez les yeux et faites-vous ce cadeau d'être avec vous. Voilà.
respiration et on va démarrer. C'est parti. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.